se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans le studio Jean Orsi de Radio Nîmes, 92.2 sur les ondes ou radionîmes.fr sur internet, mais toujours Radio Nîmes avait l'accent pour une nouvelle émission d'Envie de Nîmes, qui est axée sur le patrimoine nîmois, patrimoine architectural, patrimoine sportif, mais surtout patrimoine humain. C'est la journaliste Catherine Hunac qui va nous accompagner tout au long de ces 80 ans d'information locale et nationale. Bonjour et merci de m'avoir invité. Donc je m'appelle Catherine Hunac, je travaille à Midi Libre depuis 26 ans maintenant. Voilà, oui. Je suis rentrée à Midi Libre le 1er juillet 1998, ça commence à faire. Ah oui. Et voilà, j'ai fait un doc de droit et une école de journalisme à Toulouse. Et puis après mon mémoire, je suis rentrée à l'agence de Bagnols-sur-Cèze pour quelques mois. Voilà. Et votre recrutement, vous vous en souvenez, c'était un entretien, comment ça s'est passé ? Le recrutement était plutôt facile à cette époque-là parce que le journal était en pleine expansion. Et à l'époque, on en est 250 000 journaux, donc voilà. Et je suis restée 10 mois en CDD et après, j'ai été titularisée assez rapidement. Sur Bagnols-sur-Cèze. Alors après, qu'est-ce que vous avez... Alors non, j'ai été titularisée sur Carcassonne. Sur Carcassonne, ouais. D'accord. Faut recruter, mais il faut avoir quand même des capacités, des qualités, parce que c'est pas de tout repos un journal, hein, c'est du travail, et puis c'est la pression. Ouais, c'est très chronophage, mais bien sûr. C'est un métier qui se fait par passion et bien sûr, et pas par défaut, par dépit, jamais. Et alors, donc au quotidien, ça se passe, comment un journaliste, qu'est-ce que vous faites, comment vous fonctionnez au quotidien? Au quotidien, comment on fonctionne nous en général? Vous particulièrement, oui. Moi, il se trouve que depuis 2 ans, je fais les pages du dimanche, principalement, qui sont les pages histoire. Donc, je raconte des destins, ce qu'on appelle d'incroyables destins de personnes qui sont de la région ou qui ont un lien avec la région, comme par exemple Chico, des Gypsy Kings, qui m'a raconté l'assassinat de son frère par le Mossad par erreur. Jacques Séguéla, qui est originaire de Perpignan. Et puis des personnes aussi plus anonymes, mais qui ont marqué la région, comme par exemple un monsieur qui est un harki et qui a participé à la construction du zoo de Lunaret à Montpellier, voilà. Des gens qui ont marqué d'une façon ou d'une autre la... Alors les 80 ans du Midi Libre. Alors on est un peu plus tôt, hein, on a 80 ans donc en arrière, alors on est donc au mois d'août, c'est ça ? Au mois d'août, oui. Le premier Midi Libre sort le 27 août 1944. Sort le 27 août. Alors avant cette édition-là, il y avait des journaux qui survivaient, mais qui étaient un petit peu à la botte en fait, du gouvernement de Vichy. Il y avait l'Éclair, dans notre région en tout cas, il y avait l'Éclair et il y avait le Petit Méridional. Donc l'un était plutôt de la droite traditionnaliste et le Petit Méridional plutôt gauche républicaine. Voilà. Et c'était des journaux qui subissaient là véritablement ou... Ils ont plutôt été contraints, oui, de diffuser des informations et ils ont été aussi victimes de censure, oui, effectivement. Alors donc il y a une ordonnance qui sort, si je me souviens bien, c'est le 6 mai 1944. C'est exact, oui, à Alger. En fait, qui est mise en place par le Comité national de libération, qui dit que tous les journaux coupables de trahison, en tout cas ayant collaboré, entre guillemets, doivent être saisis, leurs locaux doivent être saisis. Et donc c'est ce qui arrive fin août, quand un petit groupe de résistants vient à l'Éclair et reprend les locaux de l'Éclair pour créer sur les cendres de l'Éclair Midi Libre. Voilà, l'Éclair qui a cessé de diffuser le 21 août. Voilà, quelques jours avant, il s'arrête de diffuser, oui, parce que c'est plus possible. La libération est en marche et pour eux, c'est plus possible de paraître. Et il y a donc un groupe, alors ils sont 5 ou 6, donc combien sont-ils ? Ils sont 5 ou 6, oui, ce sont tous des résistants. Ils se retrouvent dans un café à Limoux, qui est le café Négraille, et au début de l'été 44, et ils commencent à imaginer un journal, un quotidien régional, et ils ont déjà le nom en tête, ils veulent l'appeler assez justement Midi Libre. Voilà.
Et ils s'étaient retrouvés alors dans cette ville, pour quelle raison ils étaient sur Limoux, alors qu'après, ils ne prendront possession là, du journal qu'à Montpellier. Hein. Bon, il y a une différence en fait alors je pense qu'ils se retrouvent à Limoux parce que certains d'entre eux sont dans la résistance dans l'Aude. Et aussi parce que Limoux c'est un peu moins exposé qu'ailleurs peut-être. Et voilà, donc après il y a Montpellier forcément qui s'impose comme une ville pour créer un journal, vu qu'il y a l'Éclair qui se trouve à Montpellier. Puis c'est le siège, de toute façon. C'est le siège. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils arrivent quand même à la rédaction, ils arrivent armés en disant nous sommes les nouveaux vainqueurs donc de la guerre. Et il faut partir, donc ils ont remis les clés, les coffres. Ils se sont pas fait la bise quand ils sont. Ils se sont pas fait la bise, mais il n'y a pas eu usage non plus d'armes. Tout à fait, oui. Donc voilà. Et après il y a l'un des fondateurs qui arrive et justement qui dit je prends possession du journal au nom de la résistance et je vous demande de quitter le journal, de fermer vos bureaux et les coffres à clé et de vous tenir à disposition des nouvelles autorités. Voilà, et ça, tout le monde s'exécute et Midi Libre naît. Et ces personnes étaient des anciens journalistes toutes, ou des anciens résistants, ou les deux à la fois, sûrement? Ce groupe de créateurs du journal, ce sont surtout des résistants et certains étaient journalistes. Oui, certains étaient journalistes, mais pas tous. C'était surtout des gens qui étaient animés par l'esprit de résistance, quoi. Et qui avaient quand même essayé, non, de faire des journaux pendant la guerre ou pas? Alors je pense que certains avaient participé à des journaux clandestins comme Combat, mais après vous dire lesquels exactement, je ne suis pas plongé assez profondément. Des gens qui ont écrit, qui ont essayé de produire, et puis les résistants, eux, ils avaient besoin de publier, de communiquer. De toute façon, c'est un métier dont tu te défais pas comme ça, même en temps de guerre, quoi. Je crois que c'est. D'ailleurs, les journalistes de l'Éclair n'ont pas tous été inquiétés parce que certains, apparemment, ont été mis hors de cause de collaborationnisme, quoi. Je veux dire, c'est pas tout en bloc. Hein. Il y avait. Je crois que c'est. Et puis peut-être ce qu'il faudrait expliquer, notamment au grand public et notamment à des jeunes, quand on leur dit, si on leur demandait pourquoi ce journal s'appelle le Midi Libre, je crois qu'il y en a beaucoup qui caleraient. Hein. En tout cas, c'est certain, c'est un journal créé par des résistants. Et alors, est-ce qu'il y a eu des journalistes qui travaillaient à l'Éclair et qui ont été repris par le Midi Libre, où vraiment il y a eu une épuration totale? Oui, certains ont pu travailler à Midi Libre, effectivement. Et après, Midi Libre a repris les locaux rue d'Alger, a repris à l'époque les linotypes, enfin tout ce qui était qui permettait tout le matériel, toute la logistique. Voilà, ce qui a permis à Midi Libre de très vite paraître. Voilà. Bon, alors on va rappeler certains noms. Hein. Alors, le principal. Le principal, je crois que c'est Jacques Bellon, hein, qui est un résistant et qui était un journaliste parisien. C'est ça, oui. Voilà, c'est ça. Et un philosophe de formation, voilà, et qui s'est retrouvé en fait dans le Languedoc par les hasards de la résistance. Par les hasards de la résistance. Voilà. Bon, alors on rappelle peut-être les difficultés des journalistes. Hein. Bon, la clandestin, pendant les années de 1940 à 1945. Donc en fait, il y avait 5 obstacles là, qui étaient importants. Bon, le premier, c'était l'impression, puisqu'il était très difficile en fait d'avoir ou du papier ou du matériel pour dupliquer, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Donc après, le deuxième obstacle, c'était l'information, la même, puisque les sources d'information les appartenaient en fait soit au gouvernement, soit à la collaboration. C'était ça. Le troisième obstacle, c'était le coût, puisque comme le papier était réservé en fait aux rares journaux qui étaient officiels, il était très très difficile en fait de rechercher en fait du papier et de rémunérer les imprimeurs. Je crois que le quatrième obstacle, je crois qu'il y en a 5, alors j'essaie de me souvenir. Le quatrième obstacle après c'était la diffusion, puisque tous les lieux publics étaient surveillés. Donc il était très difficile en fait de les revendre, hein, c'était impossible. Et en fait le dernier, le plus important, c'était la répression, puisqu'il y a eu énormément ou de fusillés ou de déportés. Voilà. Donc c'est pour ça, donc ça explique le si peu en fait de journaux, bien que je crois qu'il y a eu quand même un certain moment quelque chose comme 120 journaux clandestins. Bon, malgré tous ces
C'est probable. Ouais, Mais de toute façon, les premiers actes de résistance, quand la résistance naît, les premiers actes de résistance se font par l'information, c'est-à-dire par la production de tracts, par la production de ce qu'aujourd'hui on appelle des tags sur les murs, mais voilà, c'est les premiers actes de résistance passent par l'information, avant toute chose. Alors on est le 27 août, je ne me trompe pas. Le premier journal, il sort quand alors? Il sort le 27 août le 27 1944. août, alors bon, qu'est-ce qu'il titre? Bon, qu'est-ce qu'il y a dans ce journal? Qu'est-ce qu'il y a dans ce journal? Oula, il y a, on parle surtout de la capitulation et de la libération de Montpellier, et puis de Gaulle qui est rentré dans Paris, etc. Donc voilà. Il y a de quoi dire et de quoi faire, parce que c'est une période vraiment charnière de la guerre. C'est pas la fin de la guerre, mais en tout cas, ça marque le début de la fin de la guerre. Et alors, il y a 5 pages, 10 pages, 20 pages, une page, non? Comment c'est? Alors, c'est un vrai journal ou c'est un... Non, je crois que c'est un recto verso. Parce que, pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, les problèmes de papier... Et voilà. Et après, je crois que pendant les mois qui vont suivre, ils vont faire à peu près peut-être un recto verso ou un 4 pages. Puis le journal était plus grand aussi. Et le journal était beaucoup plus grand. Ouais. Et il y avait, je crois, une seule photo. Donc beaucoup moins illustré qu'aujourd'hui. C'est vrai que les journaux ont beaucoup en fait changé de surface. Ah oui, mais les journaux, il fallait qu'ils soient grands, qu'il y ait une page, il y avait des tas d'informations. Et puis là, tu avais le visage, la figure omniprésente du général de Gaulle. Je crois qu'on a dû la voir. Souvent, ce général, je crois que j'en ai une, moi, j'en ai un de numéro de la Libération que ma belle-mère m'a offert. D'accord, et le 27 août, alors ils étaient que 5 en fait, journalistes, ou alors ils étaient un petit peu plus nombreux? Alors ils sont plus et que... Et après, comment ils se sont agrégés? Il y a eu d'autres... Oui, ils sont plus que 5, et puis ils font très vite venir Maurice Bujon, qui est un transfuge, on va dire, du Petit Méridional, et qui devient très vite rédacteur en chef. Et donc ils sont, je crois, une vingtaine à peu près dans les années 50 à faire le journal, à faire Midi Libre. D'accord. Donc c'était lui, donc il venait du Petit Méridional. Lui, il vient du Petit Méridional, qui avait été, et donc, il le reste journal officiel pendant le... Oui, voilà. C'est ça, il reste jusqu'à 1956, parce qu'il meurt à 50 ans, en 1956, et c'est son fils, Maurice Bujon, Claude Bujon. Et qui est resté, lui, très très longtemps, non? Bon, Claude Bujon, non? Il est resté, oui, jusqu'aux années 90. Jusqu'aux années 90. Est-ce que le Midi Libre va jusqu'à Toulouse ou pas? Alors le Midi Libre, non, s'arrête à Toulouse parce que c'est la zone de la Dépêche du Midi. Et en fait, d'ailleurs, on fait partie d'un même groupe qui s'appelle les Journaux du Midi, donc qui regroupe la Dépêche du Midi, Midi Libre, l'Indépendance, Entre-Presse et d'autres journaux encore, comme le Midi Olympique, par exemple. Alors ça nous permet peut-être d'évoquer cet organigramme. Alors qui est au-dessus? Donc comment ça se passe alors un journal? Alors on a évidemment un PDG et de tous ces journaux alors, donc qui est à la fois de ces 3 journaux là. Le PDG. Alors chacun a un directeur pour chaque journal. Nous on a donc un directeur, et après on a un directeur de la rédaction qui s'appelle Olivier Biscay, et on a une rédactrice en chef adjointe qui s'appelle Estelle de Vic. Voilà, et après il y a un service région France Internationale, un service des sports, un service des villages, et après on a plusieurs locales qui sont installées dans plusieurs villes importantes du Languedoc-Roussillon. Voilà. Dans le Gard, dans l'Hérault, en Lozère et en Aveyron. Et le directeur, le PDG, c'est Jean-Michel Bayle, c'est ça? Voilà, c'est ça. Un ancien ministre, non? Il a été ministre? C'est un ancien ministre, effectivement. Il me semblait. Ouais. C'était un peu la bande à Mitterrand, ça, à l'époque, non? C'est un peu eux qui l'ont... Oui, c'est vrai. Qui l'ont mis... C'était le président des radicaux. C'était radical de gauche, Jean-Michel Bayle, oui. C'est une terre radicale. C'était celui qui avait succédé à Pierre Fabre, c'est ça, non? Le pharmacien Jean-Michel Bayle. Oui. C'est ça. On dit Bayle ou Bayle, je ne sais jamais. On dit Bayle. Oui, Jean-Michel Bayle, donc. Jean-Michel Bayle. Voilà. Oui, ce sont des notables, ce sont des gens influents, tout ça, c'est des gens importants. Donc les éditions, alors, là vous tirez à combien à peu près, donc en moyenne après, donc on parlera peut-être des tirages exceptionnels, mais en moyenne, alors en moyenne, aujourd'hui, on tire à peu près à 70 000 exemplaires.
Sur la région, là, sur la région sur complète, la hein. région, enfin, sur la zone de diffusion. Sur la zone de diffusion. Et en revanche, sur le web, on est à peu près quasiment 70 millions de visiteurs par mois. Ce qui est un très beau score et qui nous place très bien au palmarès des journaux de presse quotidienne régionale et même de presse nationale. Vos concurrents sur le numérique, alors il y a Objectif Gare, hein, c'était ce dont on parlait. Oh, il y a alors, aussi France Bleu, Gare Lozère, il y a Ouais. tout. Non, il y en a plusieurs, non? Il y en a quelques-uns, oui, sur le Gard et sur l'Hérault qui sont là, mais qui ont effectivement un peu moins d'audience numérique que nous. Ouais. Non, moi je dirais quand même que Midi Libre c'est une autorité, c'est une référence. Hein. Le premier responsable d'une collectivité territoriale, quelle qu'elle soit, quel que soit le niveau, le moindre responsable, quelqu'un qui est important, le Midi Libre il est posé sur sa table le matin quand il arrive au travail. On lui fait même, comment dirais-je, un compte rendu de ce qu'il peut y avoir. Et puis, il a peut-être en numérique, parce qu'ils sont abonnés. Non, le Midi Libre, je veux pas être plus royaliste que le roi, mais c'est vraiment tu enlèves le Midi Libre, tu enlèves l'âme de l'information dans le département, dans la région, parce que c'était véritablement un outil de travail. Oui, c'est un outil de travail. Je crois qu'on est vraiment acteur des territoires. Donc on est présent quasiment partout et je crois on peut jamais être évidemment exhaustif, mais en tout cas on est là quand il faut être là, quoi. D'autant qu'il y a de moins en moins, en fait, la Marseillaise. La Marseillaise était aussi un journal important. Dans la région, il a à peu près disparu. Non, puisqu'il n'y a plus d'antenne, donc sur Alès, il n'y a plus d'antenne, enfin tout ça donc a disparu. Donc ils avaient essayé aussi, là je ne sais pas si vous étiez sur la région là, donc à l'époque, mais un journal donc à Nîmes qui a duré 1 an, 2 ans, et puis qui n'a pas fonctionné, qui était sous l'ère de Monsieur Bousquet. Je ne sais pas si vous... Oui. Voilà. C'était un hebdomadaire. C'était un hebdomadaire, Ouais. voilà. Ah, le Méridional. Non, c'était donc un journal qui a vécu que, je sais pas, Parce qu'il l'espace d'1 an ou de 2 ans. C'est là où il y avait une campagne de publicité de Midi Libre, Ouais. nous sommes là, etc. Ben voilà, eux ils sont plus là, nous on est toujours là. Et était au Square Antonin, il était ce journal, ce Méridional. Mais il n'a pas fait long feu parce qu'apparemment ça a chauffé entre les séditions. Je me rappelle, moi c'était, je sais pas pourquoi Bousquet il a voulu court-circuiter ou créer une concurrence, ça servait à rien du tout, quoi. Parce que le Midi Libre c'est vraiment c'est un journal de proximité, mais forte proximité. Ça va de la personne qui va le lire très sérieusement, parce qu'il y a de l'information, à la personne qui a besoin tous les jours de tourner les pages. Moi, j'ai vu des gens tourner les pages et puis refermer le journal parce que c'est un réflexe. Il y a un conditionnement qui est fait dans l'imaginaire des gens. Le Midi Libre, c'est extrêmement important. Ce qui ne change jamais, c'est la maquette du Midi Libre. C'est toujours organisé, c'est ça? Alors, il y a d'abord les pages la maquette locales. va changer tous les jours en fonction de l'actualité. En revanche, ce qui ne change pas, c'est l'architecture du journal. L'architecture du journal, Où voilà. on commence toujours par les pages locales, puis après régionales, et après nationales, monde, et après culture et sport. Il y a les obsèques aussi, il y a la page... Aussi, ouais. Il y a aussi alors une partie qui est très intéressante, qui est rare dans un autre journal, c'est tout ce qui est rubrique course libre. La course libre est très 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 soutenue, en tout cas dans notre région. On ne peut pas suivre, si on ne lit pas le Midi Libre, on ne sait pas où on en est avec la course libre. Ça va du trophée des rasetteurs jusqu'au trophée des As. Je crois que c'est ce qui fait aussi qu'on existe encore, c'est qu'on peut aussi bien parler des traditions et de la bouvine que de ce qui se passe au Liban ou en Israël, quoi. Bien sûr. Oui, il y a aussi le sport local, puisqu'il y a toutes les divisions, hein. Il y a les... donc soit donc en football, en volley, rugby, il y a les 5e divisions, il y a les jeunes, etc. Et c'est vrai, ça fait quelque chose de local et qui soutient tout le monde. Mais les villages aussi parce que les villages ils sont tous présents et puis alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le Midi Libre, ils ont des renforts chez les correspondants locaux,
ainsi que dans les correspondants de quartier dont tu ne vois jamais le nom sur mais dans chaque quartier à Nîmes, tu dois voir, dans chaque quartier, même dans plusieurs cas, tu dois avoir une douzaine de correspondants de quartier dans on a je crois, à peu près 700 correspondants. C'est énorme. Et c'est eux qui font remonter toutes les informations, toutes les nouvelles, tout ce qui est le moindre truc qui se passe dans un quartier ou dans un petit périmètre, c'est les correspondants, y compris quelque chose qui n'est pas de son secteur. Donc une source d'information qui est importante. 700 correspondants et des journalistes, alors il y en a combien? Alors aujourd'hui on est 150 journalistes et voilà. Et oui, 150 journalistes. Et c'est vous qui choisissez vos sujets, ou on vous les impose, ou ça se fait en ça se réunion, fait de façon... ça se passe, en fait, tous les matins, on a des conférences de rédaction, ou des réunions de rédaction, où on propose des sujets et on discute, on débat autour de ces sujets. Et... locaux ou nationaux Là où je travaille au siège du journal, on parle des sujets régions et nationaux et internationaux. Et puis culturel aussi, et sportif. Et puis dans les locales, ils discutent, ils ont aussi des réunions de rédaction où ils discutent des sujets qu'ils vont traiter dans la journée. Voilà. Alors après, ça peut changer en fonction de l'actualité, évidemment, parce qu'on doit toujours s'adapter aux dernières actualités, mais voilà, c'est décidé comme ça et c'est débattu comme ça en réunion de rédaction. Alors évidemment, chacun apporte des idées et très souvent, c'est aussi tranché par soit le chef d'agence, soit par la rédactrice en chef adjointe ou le directeur de la rédaction. Et alors, pour vous, c'est quoi vos sujets favoris? C'est la culture, non vous aimez bien le... Moi, je travaille plutôt sur les pages histoire, donc sur les pages histoire. Les pages des destins, et voilà. D'ailleurs, on décline ça en podcast depuis 1 an, et ça marche très bien. Et voilà, et c'est aussi une autre façon d'évoluer et de s'adapter aux changements pour Midi Libre et pour un journal. Puis chaque journaliste, il a sa rubrique, son point fort aussi. Hein. Alors certains ont leur rubrique, et puis d'autres sont un peu plus ouverts à prendre un petit peu, pas le tout venant, mais en tout cas sont moins parfois spécialisés. Sont polyvalents. Voilà, polyvalents, exactement, c'est ça. Polyvalent, merci. Et puis il y a aussi les rédacteurs exceptionnels du dimanche, là. Hein. Il y a Christine Claire, il y a Régis Quérol, il y a... Oui, ça c'est tout un tas d'éditorialistes qui participent tous les dimanches et qui écrivent un billet tous les dimanches. Mais eux, c'est pas leur métier. Régis Quérol, il est magistrat, lui. Oui, magistrat. Alors pour certains, c'est leur métier, pour d'autres, non. Donc effectivement. il aime bien... il aime bien faire des pigistes un peu, non, on appelle ça, comment on appelle, non, c'est oui, je pense que on peut dire des pigistes, après c'est plutôt des chroniqueurs, des éditorialistes. Ouais, comme l'était Jean Matouk, tout ça, avec des spécialités, oui. Et il y a aussi Henri-Jean Servat sur la culture, puisque je vois souvent, là, il parle souvent... Oui, Henri-Jean Servat, alors c'est de temps en temps, dimanche dernier, effectivement, il a parlé de son ami Brigitte Bardot, Il y a Mona Interman aussi qui s'est incrustée. Par contre, il y en a une, je ne sais pas pourquoi, elle est chef d'entreprise, elle a souvent une rubrique le dimanche, j'ai oublié son nom. Ouais. Elle était, je crois, à RMC à une époque, ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Sophie de Menton. Sophie de Menton, oui. D'accord, et eux, donc ils choisissent en fait leur sujet, ils ont carte libre ou alors on leur impose ils choisissent plutôt leur sujet, mais après ils font pas partie de la rédaction, et ils sont pas, ils travaillent pas au quotidien avec nous sur le journal, quoi. Eux ils envoient leur fait comme Christine Claire qui était, qui elle le bon. Il y a aussi un juriste. Il y a un économiste Rousseau. Aussi, juriste. Rousseau, juriste. Je vais vous demander si vous avez le souvenir d'événements particuliers qui vous ont le plus marqué. Il y a des événements, mais je crois que ce sont des événements qui ont aussi marqué à peu près tout le monde, comme par exemple le 11 septembre ou par exemple... Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce que le journal avait titré ou pas, non? Le 11 je me souviens plus de ce que le journal avait titré, je me souviens de la photo, des tours effondrées. Et je me souviens comme tout le monde d'où j'étais quand on me l'a annoncé, et je travaillais à Perpignan à cette époque. Et effectivement, il y a un collègue qui m'a dit regarde la télé parce que il y a une tour qui vient de tomber, il y a un avion qui a foncé dedans. Voilà. Et après vous connaissez la suite.
Moi, j'avais conservé le journal de la mort de François Mitterrand. Je l'ai conservé très longtemps. Et puis, je crois que depuis, je m'en suis débarrassé après. Voilà. Bon, après Tu es un sentimental. Toi. Voilà, mais je sais pas, mais je l'avais conservé. Voilà. C'était un journal un petit peu spécial. Alors, je suppose que les très gros tirages, c'est pour les événements sportifs, non? Donc, ou pour 98 ou pour 2000. Alors, entre autres, oui, 2016, c'est ça, oui, là, par ouais. exemple, quand Montpellier décroche le Brennus, c'est des gros tirages, je crois bien. Et puis après, les gros événements, comme par exemple Charlie Hebdo, le Bataclan, et puis aussi tout ce qui est élections qui touchent le local, donc les législatives, les municipales, etc. Là, oui, il y a des gros tirages, ouais. Il y a eu la Coupe de France aussi, avec Cantona. Aussi, ouais. Oui, donc vous anticipez en fait à l'avance les gros tirages, c'est ça, non? Bon, parce que vous savez que c'est une élection, ben il y a quelqu'un qui va décider. Oui, quelqu'un, on je sais anticipe pas qui c'est. un Si petit c'est peu, oui, on sait qu'on va, mais qui qu'on va décide, par imprimer exemple, un petit alors peu là, plus. du tirage Oh, ben, j'imagine que c'est le directeur de la rédaction et peut-être avec d'autres services, ouais. Il y a des gens qui calculent dans le journal, c'est normal. Tout le monde a une fonction. Oui, enfin, il y a des services dédiés, donc après moi ça c'est pas ma dédiés. partie, mais il y a des services dédiés qui savent comment jauger l'impression et la diffusion, ouais. Alors, est-ce que vous êtes parfois auto-censuré, vous, dans un article, quelque chose que vous aviez envie de dire? Est-ce qu'on se et puis que censure vous l'aviez soi-même? pas dit? Oui, d'auto-censurer. Je oui, parle pas parfois, évidemment de la censure. Oui, parfois, parce que ça peut porter préjudice à la personne qui le dit, parce que on estime que ça n'apporte pas grand-chose à l'interview ou au papier, voilà. Oui, c'est pas forcément de l'autocensure, mais c'est un travail journalistique en fait qui est fait, quoi. Où on met pas tout in extenso dans un papier, quoi. On fait des choix, donc voilà. Ça, on le comprend parce que un journaliste, il a quand même une responsabilité. C'est pas quand on dit on s'auto-censure, ça veut dire ça pourrait vouloir dire que on a peur de déplaire à un tel ou un tel, mais en fait non, c'est que on veut être au plus juste, donc il faut calculer. Surtout que les mots sont importants, la ponctuation, la densité parce qu'il faut voir quel effet. On s'adresse à des lecteurs invisibles, multiples, et l'information, on est seul à écrire et il y a une multitude qui va vous lire, et à ce moment-là, c'est important. Mais je pense qu'il y a aussi l'esprit de la rédaction on doit avoir une espèce de calibrage, parce que un journal, il a une âme, il a un profil, et donc je pense que c'est le journaliste qui se plaît à la maison, quoi. Mais je crois que on essaye surtout d'être juste, au plus juste, et en tout cas au plus près des faits et de la vérité. Bien sûr, après, derrière un journaliste, il y a toujours un être humain, donc il y a une personne avec des ressentis, avec des opinions. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on essaye d'être le plus objectif et neutre possible. Parce que si on veut être crédible et passer une information, il faut pouvoir avoir cette neutralité-là, quoi. Est-ce que vous vous êtes senti, parfois, d'un coup seul ou fragilisé, par rapport aux médias, par rapport aux réseaux sociaux? On peut être fragilisé, oui, de plus en plus par rapport avec les réseaux sociaux, oui, où les gens mélangent, pensent que les médias, ce sont les réseaux sociaux. Alors que dans les réseaux sociaux, il y a des médias qui ont pignon sur rue, et puis il y a tout un tas de déversoirs à passion triste et de fake news. Donc c'est vrai qu'il faut savoir délivrer le grain de livret, quoi, savoir un petit peu où est la bonne information et où est la mauvaise information. Et la bonne information, à 99%, dans 99% du temps, il est dans des journaux qui ont pignon sur eux, quoi. Puis la fierté d'un journaliste ou du journalisme, c'est que quand on a envie de dire quelque chose, il y a un nom, il y a une signature, je veux dire, on sait qui a écrit, alors que dans les réseaux sociaux, c'est un fantôme qui parle. Donc la différence déjà, c'est la première différence, et vous avez raison, c'est sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup d'anonymat, alors que dans un journal, c'est quand même une responsabilité de mettre sa signature à la fin d'un article.
parce que ça vous engage. Donc, Bien sûr. voilà. Et on évoque, là souvent, les sources en fait, du journaliste. Alors donc on présente ça comme quelque chose de sacré. On ne doit jamais dire les sources du journaliste. Est-ce que vous le ressentez ça vous fait beaucoup comment Oui, ça mais c'est fonctionne aussi ça une façon de protéger les gens qui vous donnent des sources. Donc voilà, c'est aussi pour ça que on ne dévoile pas nos sources. Mais en tout cas, quand on sort une information, elle doit être sourcée au moins par 3 sources différentes. Donc c'est la règle ça. Normalement c'est la règle, oui. Sinon ça te retombe dessus. C'est obligé. Je vous mets au défi de trouver les sources sur certains comptes Instagram ou certains comptes TikTok. Voilà. Oui, c'est la fierté en fait du journalisme. Il y a une éthique, il y a une déontologie, il y a des règles, c'est un métier, hein. C'est vraiment un métier. Donc c'est pas quelque chose qui s'improvise comme ça sous le coup de l'émotion parce qu'on a vu quelque chose et que on va le tweeter par exemple. Ça n'a rien à voir, quoi. Il y a l'école de journalisme, ce sont des choses contre lesquelles on vous met en garde. Comment ça se... Il y a un volet éthique, responsabilité. Oui. Moi à l'époque il y avait un volet comme ça, ouais. Qui est important. C'est primordial. C'est ce qui fait notre crédibilité, qui nous engage et qui engage le journal ou le média pour lequel on travaille. Et oui, parce que c'est vrai qu'après tu as des procès, tu as des tas de choses qui sont du domaine de la diffamation, du secret, c'est très très particulier. Et est-ce que vous êtes sur un seul journal ou bien vous avez la possibilité d'intervenir sur plusieurs journaux ? On peut bien sûr intervenir. À votre façon de voir, oui. Après, comme je vous dis, c'est très chronophage, donc il faut trouver le temps d'aller piger ou travailler ailleurs. Mais je crois que quand on aime son métier, on se dédie tout entier au titre pour lequel on travaille, quoi. Il y en a qui doivent travailler de temps en temps pour le Canard enchaîné, hein. Je sais pas, peut-être. J'adore. Et Salem Marchi souhaitait évoquer un journaliste. Oui, je pense que Catherine est d'accord avec moi. C'est Roland Massabio que j'ai vu travailler donc au journal. Il était dans la partie culture et également tauromachie. Et en discutant avec lui, en lui posant la question sur la place que le Midi Libre occupe dans sa vie, il m'a dit « Mais moi je dois tout à Midi Libre parce que quand j'étais enfant, j'ai appris à lire dans le Midi Libre. » Mais vraiment, c'est le Midi Libre, ça a été sa fenêtre, son ouverture sur le monde. Et il est devenu, sans faire d'école, attention, ceci dit, il avait des capacités de lecture, d'écriture, etc. Et il est devenu journaliste, comment dirais-je, sur la base d'une vocation intérieure, c'était vraiment un journaliste à part, très très original, qui continue à écrire et à exister. Et puis les gens aiment l'écriture, notamment sur la tauromachie et également sur la course libre. Il est très bon, et sur la culture c'est pareil. Absolument, je ne vais pas vous contredire parce que moi je suis membre de son fan club et il a signé un très bon papier d'ailleurs dans notre magazine des 80 ans du journal, où il raconte que vraiment le journal est son compagnon de route et qu'il a écrit, et comme vous dites, il a commencé à apprendre à lire avec le journal. Donc c'est un très bon et un excellent spécialiste de tauromachie et aussi de lire. Et un vrai Nîmois. Voilà. Alors, dans votre enfance, est-ce qu'il y avait des journalistes qui vous fascinaient, comme Jacques London ou des... Alors, quand j'étais jeune, il y avait un journaliste une journaliste qui me fascinait, c'était Françoise Giroud. Ah oui. Et à Midi Libre, il y avait un journaliste que j'aimais beaucoup, c'était Jackie Villasec, qui lui aussi a signé un très beau témoignage de ses souvenirs et de sa carrière à Midi Libre dans le magazine des 80 ans. Et c'était pas un enseignant, Jackie Villasec ? Non, ça c'est Georges Villasec, qui était professeur agrégé, il faisait les prépas, c'est pas le même. C'est un Catalan, peut-être que l'autre Villasec c'est un Catalan. Non, c'est Georges Villasec. Et Françoise Giroud, vous l'avez rencontrée ou pas ? Non, Françoise Giroud, je ne l'ai pas rencontrée, mais c'est une femme que je trouve très, très inspirante, ne serait-ce que par son esprit libre. Voilà. Puis elle s'est imposée quand même, à la fois dans le journalisme, dans la politique. C'était la bande à Jean-Jacques Servan-Schreiber, ça, tout ça. C'était même sa femme, hein. Comment ? C'était même sa femme. Ah, c'était sa femme, c'était sa maîtresse. Sa compagne. Ah, ouais. Et donc, oui, François Giraud, ça fait partie des gens qui ont compté dans le monde de la presse et qui sont importants. Et qui ont ouvert aussi le métier
aux femmes, enfin en tout cas qui ont rendu possible, ont facilité l'entrée du métier à certaines femmes. Oui. Bah oui, et puis en politique, quand elles sont rentrées, c'était des secrétaires d'État. C'était même pas des ministres. D'ailleurs, je crois que la génération de Madame Dorlac, celle. Et moi, j'aimerais évoquer un souvenir parce que je suis quand même à la base un étranger. Quand je suis arrivé d'Algérie en 63. Et que j'ai commencé à m'initier au monde, à l'univers de la France, effectivement, le Midi Libre, je vois encore ce Midi Libre, et quand j'ai su écrire, j'ai pu lire alors la première fois une en 1965, ça a été le coup d'État en Algérie, où on voit de Houari Boumedienne qui avait arrêté Ben Bella. Et ça m'a marqué. C'est le souvenir que j'ai de Midi Libre. Oui, donc c'était pour souligner en fait cette importance du journal dans la vie locale. Et on en Bien parlait sûr, là. Oui, je pense que c'est et puis l'importance d'un journal en général, quoi, qui participe à la démocratie d'un pays. Alors on peut critiquer si on veut, mais si on n'avait pas de presse quotidienne et de presse quotidienne régionale, je ne sais pas comment les gens ça serait fragiliser la démocratie en quelque sorte, quoi. Alors il ne nous reste qu'une minute. Moi je m'inquiète un peu quand même, pour la presse en général. Est-ce que vous avez cette inquiétude aussi? Parce qu'on dit qu'il y a des journaux qui disparaissent, que ça baisse, tous les tirages baissent. Est-ce que vous avez aussi cette inquiétude, ou vous pensez que ça repartira par donc un autre format, Non, mais je crois que les journaux sont en train de s'adapter, et effectivement, si les tirages papier baissent de plus en plus, en revanche, sur le web, les journaux et les journaux de presse quotidienne régionale et les journaux nationaux, etc., deviennent très, très importants et très puissants, quoi. Donc, j'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là, non. Et puis tant qu'on est dans des démocraties, dans des états de droit... Donc il y a de jeunes lecteurs, c'est ça? Il y a de jeunes lecteurs. C'est qu'il y a que des vieux lecteurs. Voilà. Oui, après on lit différemment, et on lit de façon beaucoup plus rapide. Mais en tout cas, les gens ont toujours besoin et envie d'informations, ça c'est sûr. Et en auront toujours besoin. Catherine Nunac, il nous reste à vous remercier très sincèrement et très chaleureusement d'avoir partagé cette heure avec nous et le Midi Libre. Juste un dernier mot, tu as 10 secondes, ça moi je voudrais saluer tous les amis du Midi Libre, et je suis content que ce journal existe et qu'il nous informe, tout simplement.